Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour la rubrique Newton and Masterminds. Donc la question était de savoir si le jeu il était crunchy ou pas, puisque la question elle a été posée la dernière fois. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait, le Jinji DR, pour parler de qu'est-ce qui était crunchy et qu'est-ce qui ne l'était pas. Est-ce que la définition elle était légitime? Donc je rappelle un petit peu quand même la conclusion. Je considère que la définition qui a été donnée par qu'est-ce qui est crunchy en fait, c'est une définition qui se tient quand même, mais en fait la question n'est pas tellement, en fait la formulation ne serait pas tellement de dire est-ce qu'un jeu est crunchy, est-ce qu'un jeu ne l'est pas, c'est plutôt de donner son opinion en se disant est-ce que le jeu est accessible ou non selon nous. Mais moi j'ai plutôt tendance à croire que Mutant and Masterminds est plutôt accessible et que ce n'est pas un jeu crunchy du coup par la présente, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors je rappelle quand même en premier lieu, c'est François Letendre qui avait parlé de l'adaptation d'ici pour Mutant and Masterminds de la troisième édition. C'est un livre que je n'ai pas, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a pas mal de fiches qui sont détaillées, et il y a eu avant une version de luxe et il y a d'autres livres qui sont sortis entre temps, et que je trouve qu'il y a l'avantage de Mutant Mastermind, c'est que tu peux voir un vilain, tu peux voir un personnage, tu peux même voir un petit profil qui traîne parmi les adversaires, l'imprimer et puis te dire oui c'est bon je vais jouer ça, et ça fonctionne tout à fait, surtout qu'il n'y a pas de système de points de vie. Mais les choses qui vont être déterminantes dans Mutant and Masterminds ne sont pas forcément perçues de la même façon que l'on verrait dans un jeu en simili-système des 20 comme Donjons et Dragons ou Pathfinder. Je vais vous donner un exemple. Les caractéristiques, vous avez un nombre de 8 caractéristiques dans votre Masterminds. On a vu la dernière fois que le nombre de caractéristiques ne va pas amener un certain rapport de difficulté de compréhension. Pour les compétences, on avait vu aussi, il y avait une explication que j'avais donnée qui disait que au niveau de l'expression des compétences, c'est le rapport de comment c'est expliqué qui va venir déterminer si ça va être crunchy ou non. Là, dans le cas de Mutant Masterminds, les compétences sont assez facilement compréhensibles. Ensuite, tu as les avantages. Les avantages, c'est des éléments qui ont un lien avec les points de conviction, des choses qui sont en dehors du cadre des pouvoirs et qui, justement, comme le nom l'indique, c'est des avantages. Un point de pouvoir est égal à un point d'avantage, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui a suffisamment de poids tout en ayant une quantité de points plutôt facile à gérer. Et pour cause, puisque on peut bien faire des personnages qui n'ont pas de pouvoir et le personnage est plutôt correct. De la même manière que tu peux faire un personnage avec des pouvoirs, mais avec certains petits avantages qui feront briller le personnage. Donc on pourrait regarder toutes ces choses-là à la loupe. Moi ce que je vous propose c'est qu'on bascule. Voilà, donc là on est dans le livre Super Team, donc là on va prendre ça et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça n'est pas crunchy. On va essayer de faire vite. Déjà en premier les habilités. Vous en avez un total de 8. La définition est plutôt correcte, c'est plutôt facile à comprendre. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Mais en plus de ça, le système de sauvegarde, comme on les appelle, sont au nombre de 5. Alors même s'il y a plus de sauvegarde que dans les systèmes des 20, ça fait que quand tu montes une caractéristique, il y a une valeur de sauvegarde qui est associée. Donc comme il y a un lien direct, ça ne risque pas d'être difficile. La seule chose qui va venir changer là, c'est par exemple le fait que l'esquive et la parade, c'est deux valeurs qu'on pourrait comparer à la classe d'armure, puisque c'est des choses similaires, sauf que l'esquive, c'est pour les attaques à distance et les attaques de zone, et la parade, c'est l'esquive au corps à corps, ou la parade, comme c'est déterminé dans le nom. La dureté, c'est la caractéristique aussi qui vient en plus, puisqu'il n'y a pas de point de vie dans le jeu, c'est plutôt comme un wargame. C'est-à-dire que tu fais un jet, tu fais un jet pour toucher, et les gens vont faire un jet si jamais ils ont été touchés pour savoir s'ils ont été blessés. Par exemple, imaginons la personne a une esquive de 12, tu utilises tu utilises un firebolt, ça fait que, par exemple, tu as fait 15, tu as réussi. Donc,
après ton Firebolt, il est à un certain rang, on va dire le rang 3, tu dois faire, l'adversaire va faire un test de dureté de 15 plus 3. S'il y a une caractéristique associée, tu rajoutes la caractéristique associée ou les éventuels bénéfices. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, en second lieu, tu as les compétences. Les compétences ont ce nombre-là. Évidemment, tu peux créer des compétences selon les settings, mais on explique les différents points, l'interaction, la manipulation, est-ce que ça requiert des outils, et on explique les différents points sur la difficulté pour avoir une idée de comment gérer les différents points. Et là, vous avez les compétences, vous avez les contextes, vous avez des tables déjà toutes faites. Je pense qu'il n'y a pas besoin de retenir tout ça, vous pouvez très bien le regarder au moment où vous avez des choses qui arrivent. Et du coup, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes là-dessus, notamment que se rajoute le fait de pouvoir toucher plus souvent avec certaines attaques, qui fait que ça fait un état de maîtrise qui n'a pas besoin d'être comptabilisé sous forme de feat, etc. etc. Et puis tu as les avantages dont j'ai parlé, qui sont vraiment des éléments qui vont sortir du cadre de construction des pouvoirs et qui vont donner des bénéfices non négligeables, comme par exemple repousser les limites de certaines manœuvres, augmenter certaines actions contextuelles, ou encore appuyer avec des points de conviction ou des éléments beaucoup plus techniques pour pouvoir gérer, comme par exemple avoir des sbires, avoir un sidekick, ou encore que tu te stabilises au lieu de mourir quand justement tu viens être inconscient. Et après, tu as des choses qui vont te demander des éléments contre des points de conviction. Voilà. Et puis, tu as les pouvoirs. Alors, les pouvoirs ont une balance, en fait, où, normalement, tu as ce qu'on appelle un rang. Et le truc, c'est que le rang va monter à la fois le seuil, ce que j'appelle le seuil et l'influence, c'est-à-dire les chances de réussite, et à quel point ton truc affecte les autres. Imaginons, tu as le Firebolt, il est au rang 10. Ça veut dire que tu fais plus 10 pour toucher, donc ça veut dire que quand tu vas lancer ton D20, tu vas rajouter 10 au résultat, et tu fais 10 en dégâts pour blesser. Après, il y a des modificateurs, comme le multi-attaque, qui te permet par exemple de toucher d'équilibrer les dégâts de la même manière que tu vas équilibrer les cibles. Par exemple, si tu fais un Firebolt et tu lui mets le modificateur de feu rapide, si tu as 10 adversaires, tu peux infliger à 10 adversaires l'équivalent de 1 l'équivalent de 1 pour pouvoir toucher, au lieu de pouvoir faire 10. Mais, par exemple, la première cible, elle va avoir, par exemple, un bonus de 2 au lieu de 1. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ça veut dire que vous pouvez répartir les dégâts en concentrant les coups sur certains adversaires, ou tout répartir sur tous les adversaires. Et il y a aussi d'autres manœuvres qui vont venir par changer, comme par exemple ce qu'on appelle le trade-off. C'est un système de contrepartie. Vous avez le Firebolt qui est au rang 10. Vous pouvez sacrifier 10 points de dégâts pour augmenter 10 points au seuil de réussite. Voilà, par exemple. Ou l'inverse, où vous pouvez par exemple sacrifier 5 rangs dans les dégâts, mais en échange, tu peux faire en sorte que tu mets un effet alternatif où, par exemple, tu peux créer des flammes qui ont une existence solide pour attraper les adversaires. Ce qui fait que comme les pouvoirs fonctionnent par progression par rang et peuvent avoir certains effets exclusifs, comme par exemple ici, on te parle des formes alternatives, on te parle de certains exemples, ça fait que concevoir un pouvoir ou ajuster un pouvoir dans la montée de niveau est quelque chose de facilement équilibré. Là où ça diffère des systèmes D20, puisque c'est la question de savoir si c'est crunchy ou pas, c'est que comme on a une espèce de rapport de balancier dans le jeu et que le jeu
ne te vient pas te parler de contexte, de setting ou de quoi que ce soit. On te dit, le thème du pouvoir, c'est ça, il fait ça, il peut faire ça, à tel rang, ça va donner tel effet, tel effet, tel effet. Tu vas le progresser, tu regardes sur la table quelle variable ça va augmenter. Par exemple, quand tu fais une attaque à distance, comme le Firebolt, c'est considéré comme pouvoir Fire Blast. Tu fais le rapport de dégâts et le rang qui est déterminé pour le seuil du pouvoir, donc le rang qu'il a, va déterminer le score, en score de rang, quelle portée ça va finir par avoir. Donc par exemple, si tu as le Firebolt ou le Fire Blast rang 2, tu sais que c'est rang 2, donc ça veut dire que ça va faire 16 mètres de distance. Voilà, puisque le rang 1 c'est 8, etc., etc. Donc là, il n'y a pas de contexte de oui, tu es le moine de l'ordre du silence, donc tu as la capacité de. C'est un pouvoir, il fait ci, ça. Après, il existe des modificateurs, il existe aussi un truc qu'on appelle un descriptif, c'est-à-dire que par exemple, tu peux décider que ton feu c'est un feu divin, ou que ton feu c'est un feu démoniaque, ou que ton feu vient du domaine élémentaire du feu. Ça va donner du contexte, ça va donner du jus, ça va donner voilà, un petit peu d'épaississement. Mais le fonctionnement du pouvoir va fonctionner d'une certaine façon. De la même manière que par exemple, tu peux décider que, je sais pas moi, le feu que tu as, c'est le feu du purgatoire de l'enfer, et on te dit que tu as un trade-off du style, le pouvoir, enfin les points de pouvoir que tu vas demander vont être divisés par 2 pour ce pouvoir-là, parce que en fait ce feu n'est efficace que contre les personnes qui ont des péchés trop élevés vis-à-vis du pouvoir que tu possèdes. Donc par exemple, imaginons que tu as la capacité du feu du purgatoire. Si la personne est une personne qui est pure, innocente ou qui n'a pas commis de crime qui mériterait d'être allé en enfer, le feu ne fonctionnera pas sur lui. Donc comme c'est une complication, elle ne fonctionnera pas sur cet individu, et je dirais même que ça pourrait même être prétexte à déduction de points par rapport à ce que ça va se compter. Par exemple, si c'est un Fire Blast, imaginons que tu l'as au rang 5, donc ça veut dire que ça t'a coûté 10 points de pouvoir. La contrepartie de ce qu'on appelle une complication / descriptif vont faire en sorte que, par exemple, je sais pas, moi ce que j'aurais fait, c'est que ça divise le rang par 2. Et ça fonctionne. Parce que ça deviendrait très situationnel. Et après, tu possèdes un pouvoir qui s'appelle littéralement Fit. Il doit être là. Attendez. Deflect, environnement, feature. Voilà, c'est ça. Du coup, tu peux avoir des espèces de mini-feats, des capacités qui sont très très courtes, tout comme tu peux faire des capacités extrêmement détaillées, comme tu vois dans Donjons et Dragons. Alors, on te dit un rang pour un point de pouvoir. En vrai, c'est peut-être là où il y a un petit piège, c'est que soit tu respectes le truc scrupuleusement comme c'est là avec des petites capacités spéciales, ou tu peux vraiment utiliser, tu veux créer des capacités spéciales de malade, mais tu dois te dire à quel point la capacité est balèze ou pas. Moi, ce que je conseille toujours, c'est ne créez pas de feats qui vont demander plus de 15 points de pouvoir. C'est-à-dire l'équivalent d'un niveau de pouvoir. Ce qui fait qu'au total, pour l'instant, ce que je vous ai dit là est quelque chose de palpable. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit là, tu peux aller chercher le livre qui s'appelle Power Profile. Les concepts que je viens juste d'expliquer là s'appliquent à tous les pouvoirs. Il y a certains éléments qui ne seront pas pris en compte pour la simple et bonne raison que ce n'est pas la bonne thématique. Par exemple, le pouvoir qui est lié à la force, donc les barrières, le type comme les grilles lanternes, par exemple des énergies solides, ben, il aura le fait qu'il y aura une certaine solidité, une protection, alors que si tu as des trucs qui sont liés à l'électricité solide, bon, c'est difficilement concevable, mais par exemple, la capacité d'étourdir, voire même de rendre les gens inconscients, comme un effet de taser, pourra bel et bien exister. Ensuite, tu as les gadgets and gear, qui sont par exemple, là vous voyez par exemple une battle suit, vous avez des costumes,
Vous avez des points d'équipement qui se trouvent dans les avantages, où vous pouvez avoir des ceintures de grenades, des ceintures utilitaires, vous pouvez avoir un certain ensemble d'armes, et il y a une différence entre les armes et les équipements et les dispositifs. Alors, je vous explique. Il y a un truc qu'on appelle les équipements et un truc qu'on appelle les dispositifs. Comment on les détermine? Alors, c'est pas évident, hein, mais en gros, les équipements sont des choses que si jamais ils sont détruits, dans la scène d'après, tu les as, il n'y a pas de problème. Les dispositifs, ce sont des éléments qui sortent du cadre du setting dans lequel tu joues, que ce soit en technologie ou en magie ou en progression ou en progrès technique. Prenons un exemple, tu joues dans un contexte contemporain. Tu prends un pistolet laser, le pistolet laser sera considéré comme un device. Mais si par exemple tu joues dans une ambiance un peu Justice League de la série animée, ben, ce qui se passe c'est que pour éviter la violence des armes à feu dans ces univers-là, ben, les personnages n'ont pas d'armes balistiques, ils ont des armes laser. L'arme laser pourrait être considérée comme une arme d'équipement. Mais par contre, imaginons que tu as un pistolet qui peut qui peut congeler les gens, comme le pistolet de Mr. Freeze. Et ben à ce moment-là, ça serait un device, parce qu'il a une propriété spéciale. Tu prends par exemple, tu remontes à l'âge de pierre, dans une période, même pas l'âge de pierre, mais l'époque de l'Antiquité, voire début Moyen-Âge, dans un univers à la Conan, tu vas aller chercher une arme à feu, genre une arme à poudre que de l'époque de l'exploration maritime, ça sera considéré comme un device et pas un équipement. De la même manière que si tu as une épée de feu, ça sera considéré comme un device et pas un équipement. Un équipement est un objet qui existe dans le monde contemporain avec les moyens abordables. Les devices sont des éléments avec des propriétés avancées, voire spéciaux, qui n'existent pas dans le commun des mortels. Définition facile à retenir. Et puis, vous avez des véhicules, vous avez des éléments pour déterminer les tableaux des données des véhicules, comment réfléchir au calcul pour le véhicule, avec le personnage, tout ça, des exemples de véhicules déjà tout faits, et vous avez une base et certains éléments pour essayer de penser les bases. Et toutes ces choses-là, en plus de ça, il y a quelques exemples qui sont donnés. Tout est facile à comprendre. Et là, on a les constructs, ce sont des êtres artificiels qui n'ont aucune volonté et qui sont totalement contrôlables. Là, vous avez un golem, vous avez une machine, vous avez un androïde, vous avez un zombie et vous avez un épouvantail qui peut être considéré comme des créatures surnaturelles. Elles ont leurs spécificités. Vous voyez, par exemple, elles n'ont pas de stamina, elles n'ont pas d'intelligence et elles n'ont pas de présence. Et là, je vous ai déjà expliqué tous les concepts existants pour Mutant and Masterminds. Le texte, il va venir donner de la saveur et du détail, mais en vrai, je n'ai même pas besoin de vous expliquer les origines de tel truc, parce qu'en fait, il existe bel et bien un univers étendu, mais il est dans un livre, et que tu vas devoir essayer de bricoler les choses avec ce que tu as. Donc du coup, on va revenir à cette question. Est-ce que c'est si compliqué que ça, un personnage en général? Alors le truc qui se ressemble plus à Superman, je crois que c'est lui. Hein. Alors je sais que niveau visibilité, on voit pas exactement la même chose, mais je vais essayer de regarder ça. Voilà. Vous avez ces stats. Vous pouvez imprimer cette feuille-là
et bim, vous avez un personnage. Niveau de pouvoir 10, c'est très bien pour pouvoir commencer. Il vole, il est invulnérable, il a la super speed, la super force. Tu veux l'améliorer genre au niveau 15, donc l'équivalent de la Justice League en général. Bah, par exemple, le rayon thermique, tu le mets en Hit Blast, ou le Cold Blast si tu veux faire le souffle de glace. Et il y a les différents paramètres dans la partie pouvoir pour pouvoir ajouter différents éléments. Tout est déjà fait. Donc, alors les personnages qui sont ici, ce sont des petits exemples, voilà, mais qui sont tous au niveau 10, donc c'est facile. Vous avez des personnages préfets, vous pouvez jouer ça, et c'est valable pour tous les personnages en général. Donc par exemple ici, vous avez des adversaires. On vous explique certaines notions sur les différents adversaires, leurs ambitions. Et là, par exemple, vous avez l'assassin. Et voici l'archétype de l'assassin. Voici ce que ça donne. La partie la plus essentielle, c'est ça. Vous avez un personnage complet, vous pouvez déjà l'imprimer. Vous pouvez l'utiliser. Par exemple, il y a Arsenal. C'est écrit que c'est condensé, donc c'est les choses qu'il a sur lui. Le flashbang, le fusil d'assaut, etc., etc. Donc il y a l'ensemble des trucs. Le truc qui va être peut-être compliqué, c'est définir, se rappeler des avantages. Mais bon, quand tu les connais, c'est bon, ça va. Voilà. Mais n'empêche que c'est facile à appréhender en fait. Donc quand les gens te parlent de personnages complexes, évidemment là c'est des trucs qui sont sortis un peu après, mais c'est des personnages qui sont facilement appréhendables. Donc je vais déjà fermer ces deux fiches là. Et puis par exemple là je vais aller chercher les vilains, puisqu'il y a quand même un vilain important. Donc non c'est pas lui. Je regarde, il doit être en quelque part. Oui, il doit être tout en bas en fait. Donc là c'est Freedom City. Puisqu'en gros ils ont fait une ville fictive pour la côte est et la côte ouest des États-Unis. Ouais là ça commence à être vénère. Il est où? Il est où? Ouais. Et le voilà. Donc Overshadow, c'est un peu le Docteur Doom. C'est un peu le Docteur Doom, et c'est peut-être le vilain le plus puissant, ou le plus auquel il faudrait vraiment se méfier. Voici sa fiche. Il est considéré comme Power Level 15, donc l'équivalent de la Justice League. Il a un clone transfer, il a l'immortalité, mais il y a un cooldown de une semaine. Il a une armure, il a des systèmes, et en gros, il a plein de clones de lui. En gros, il a pas, je veux dire, il a pas mal de trucs. Il n'est pas forcément impressionnant, il est surtout impressionnant grâce à son organisation. Mais tous les personnages ont des complications, c'est des moyens de donner de la saveur au personnage. Il faut toujours au moins mettre 2 complications. Et on a un personnage qui est plutôt pas mal. Donc d'habitude, moi ce que je fais, c'est que j'ai tendance à mettre plutôt le bonus d'origine de quelqu'un en premier, et après mettre le bonus. Là, dans ce jeu-là, ils font l'inverse sur la fiche. Donc par exemple, son armure lui donne 12 de force, mais sa véritable force, c'est 2. Voilà. Mais par contre, regardez, il a une compétence native de combat à 10. Tu ne peux pas avoir de caractéristiques, caractéristiques au-dessus de ton niveau de pouvoir. Donc en offensif, il possède un rayon à la Iron Man, qui est très puissant, hein, puisqu'il a un bonus de 13 pour pouvoir toucher, mais il a un truc à distance. Voilà, plutôt efficace.
Maintenant, je vais me permettre de vous montrer la fiche la plus complexe qui existe. En gros, c'est un pseudo-Voltron. C'est la Mania Force. Où vous avez plusieurs trucs. Les personnages sont assez intéressants. Moi, j'ai lu leur histoire. Je trouve que lui, il est assez intéressant. Donc là, c'est les fiches un peu à l'ancienne. Je sais que le début de la 3e édition, ça ressemblait plutôt à ça. Les fiches. Donc c'est plutôt équilibré tout ça, mais bon, s'il fallait vraiment faire les choses comme ça, bon, vous voyez qu'il n'y aurait pas eu de place pour de la marge de progression. Après, bon, je trouve que ça tient quand même la route. Et du coup, lui, il a un truc et puis il a son Zord ou son robot. Mais je vais vous montrer le boss ultime, donc le Mania King. Voici la fiche techniquement la plus complexe qu'on peut avoir. Alors lui, c'est un compromis assez bizarre. C'est à la fois un construct, mais il possède aussi certaines capacités. Et il possède les habilités de tous les robots réunis, qui lui donnent différents aspects. Hein, voilà. Par exemple, le Kraken Shield, c'est écrit imperméable, dureté à 16. Ce que ça veut dire c'est que les dégâts à 8 ou inférieurs ne le touchent pas. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Ensuite, la Mania Blade, c'est qu'il y a de la pénétration d'armure sur la force. Donc ça veut dire que ça contourne les protections. Contourner 16, c'est beaucoup. Hein. Et ensuite, vous avez les différentes attaques. Vous avez le truc qui résume les combats, les tests. Donc par exemple, quand vous imaginez que vous voulez utiliser le souffle du dragon de glace, quand tu calcules, ça veut dire que tu dois faire un test de sauvegarde à 24 pour les trucs. Voilà. Ce qui fait que là, je vous ai montré la fiche la plus complexe. Alors j'ai presque la totalité de la gamme. Les trucs qui me manquent, c'est un truc du mode justicier du futur, c'est ça. Donc une map dans un futur lointain, très lointain. Il me reste le livre aussi de Danger Zone que je n'ai pas. J'ai pas le livre récent qui a été fait en prenant les personnages, les héros de Valiant Comics et celui de DC. Voilà. Donc voilà, nous y voilà. Quelle est mon opinion? C'est abordable. J'ai expliqué les mécaniques en moins d'une demi-heure. Et c'est des choses qui sont aisément palpables. Et que si jamais tu veux créer un truc très personnalisé, tu peux ajuster avec le système de fit. Tu peux mettre du descriptif pour expliquer certaines choses. Tu peux créer des complications. Tu mets des complications. euh, Tu peux par exemple mettre des complications pour que le truc soit assez spécifique. Et puis parfois ça peut te permettre de déduire par un système de déduction de points, mais il faut pas oublier que tu peux monter en niveau de pouvoir et en rang de pouvoir. Donc il faut faire très attention quand on crée ses propres pouvoirs. Puisque là, vous avez vu des résultats, on va dire, entre guillemets, finaux, puisque c'est des personnages qui ont été faits expressément pour pouvoir être joués. Mais il ne faut pas oublier que par défaut, c'est pensé dans une pensée où, à la fin d'une session, tu gagnes 1 ou 2 points de pouvoir. C'est rare qu'on te donne un niveau entier. Moi, je préfère jouer comme ça. Je préfère avancer. Et puis, quand on arrive à certaines étapes de l'aventure, je dis aux gens, bon, félicitations, vous avez gagné un niveau, vous avez 15 points de pouvoir à répartir au total, puisque un niveau, c'est 15 points de pouvoir. Pour moi, Mutant and Masterminds n'est pas un jeu crunchy, je dirais même c'est un jeu qui est accessible. Il est accessible pourquoi? Il est accessible parce qu'il y a des données faciles à comprendre, des données qui sont codifiées, de façon à ce que tu puisses passer du coq à l'âne sans aucun problème. Tu sais que par exemple, les véhicules, ils ont de la résistance, ils ont de la force, ils ont de la défense.
ils ont de la mobilité, et c'est l'essentiel de ce qu'ils ont. Ils pourront avoir des pouvoirs. Si tu lui mets du Fire Blast, tu sais comment dépenser les points vis-à-vis du Fire Blast. Et en plus de ça, le champ d'évolution des véhicules ou des installations sont bien différentes. Le rapport de l'équipement aussi. Il y a des choses qui fonctionnent légèrement différemment, mais dans l'ensemble, c'est à peu près comme ça que ça se passe. La différence entre ça et les autres systèmes des vins, c'est que des fois, tu as des classes qui vont te dire oui, c'est codifié, tu apprends ci, tu as ça. Ah oui, mais tu peux prendre ça en option. Dans Mutant Masterminds, tu fais un personnage à la carte et du coup, tu peux essayer d'agencer tes thématiques. Et même si tu es soumis au choix du choix, en fait, au bout d'un moment, si tu es meneur de jeu dans Mutant Masterminds, tu as juste à te dire, tu dis à ton joueur, avec quelle idée tu viens pour ton héros, et toi tu vas essayer de chercher à quoi ça correspond. C'est pour ça que je le rappelle, si vous jouez à Mutant Mastermind, les livres que vous devez avoir impérativement, le livre du meneur, le livre du meneur, le livre du joueur, le Power Profile, le Gadget Gates. Voici les 4 livres que vous devez avoir. Si je devais rajouter un livre en plus, si jamais vous avez besoin d'une petite aide supplémentaire, s'inspirer de certains conseils dans le supplément Super Team est bienvenu aussi. Voilà. Et puis évidemment, si vous voulez jouer des jeux de super-héros, c'est Hero High. Mais en tout cas, Mutant Mastermind est un jeu qui est très accessible. Je pense qu'il y a un temps de composition, mais de toutes les façons, soit en tant que meneur, tu vas aller chercher des livres dans des livres pour avoir des suppléments et des personnages que tu vas réutiliser, puisque par exemple le livre du meneur va te donner par exemple des créatures comme des animaux, des ninjas à différents niveaux, des cultistes à différents niveaux, où tu vas commencer à composer tes propres héros pour pouvoir faire les choses. Mutant Mastermind, je pense que c'est un jeu où tu peux jouer avec les données clés en main, imprimer une fiche d'un PNJ supposé et dire aux joueurs, tu veux jouer ça, tu veux jouer ce méchant là, on va faire une espèce de Suicide Squad, voici la fiche, vas-y tu peux jouer. Tu vois le petit sbire là, le petit ninja là qui est au niveau jaunine, et puis en fait tu vois que le truc c'est un petit encadré, tu peux imprimer ce petit encadré et dire voici c'est ta fiche. Et tu peux, tout simplement. C'est ce que j'aime bien, c'est que tout est clé en main, il y a pas mal de choses que tu peux plug and play rapidement, mais créer le héros ou le personnage que tu souhaites, c'est quelque chose de facilement accessible. C'est pour ça que je pense que Mutant Mastermind est le jeu le plus accessible en matière de système des vins, malgré sa générosité de contenu. Ce qui confirme encore la règle que j'ai essayé d'expliquer dans la vidéo précédente. Ce n'est pas parce qu'il y a une énorme database que ça veut dire que déjà les gens doivent connaître la database par cœur, mais c'est surtout la lisibilité des informations qui vont améliorer l'accessibilité. Bref, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo. Alors, pour Mutant Masterminds, j'émets certaines réserves quant à la 4e édition. Il est probable que je vais me renseigner sur la 4e édition, mais je vais probablement faire cette annonce-là déjà en avance. Je ne pense pas aller sur la 4e édition de Mutant Masterminds. J'expliquerai pourquoi plus tard, si je ne l'ai pas déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Allez faire un tour sur ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi, c'est Ginger Eldrin. Je parle de fiction et de jeux de rôle. Ces temps-ci, je parle beaucoup de jeux de rôle, mais je vais commencer à me tourner vers la fiction un petit peu plus. C'est ce que je me dis à chaque fois, mais c'est vrai que pas mal d'autres vidéos se bousculent. Et très probablement, on se retrouvera pour une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.